Bien, rebonjour tout le monde. Après avoir bien mangé, on va bien travailler. Alors, j'ai le grand plaisir de présenter le docteur Dominique Saboureau de Reims, éminent pédiatre immunoallergologue depuis de nombreuses années. Elle est responsable, enfin elle se trouve dans le réseau Allergovigilance, l'Anaforcal, membre de l'Anaforcal, et puis plein de choses à côté, mais je vous laisse le soin de me corriger. Merci beaucoup. Donc, elle va nous traiter de la prévention primaire de l'allergie alimentaire. Et puis, je pense qu'on va continuer aussi par la deuxième conférence. On enchaîne sur les deux, endotype et phénotype en allergie alimentaire. Merci beaucoup. À vous la parole. Oui, je ne vois pas apparaître mes diapos, mais si, elles apparaissent. Si, c'est bon. Oui, alors bonjour à tous. Je suis moi aussi très honorée d'avoir été invitée au premier congrès national de la SMAP. Et je voulais remercier son bureau et tout particulièrement Naïma El Afili qui pilote ça de main de maître. Et c'est vraiment très sympathique d'être ici avec vous tous. Je suis effectivement pédiatre allergologue, je suis présidente du réseau d'allergovigilance, j'en parlerai en fin de ma deuxième communication, et présidente du CS de l'Anaforcal, du Bureau national de l'Anaforcal et de la FAI. On va commencer par la prévention primaire de l'allergie alimentaire. C'est un sujet passionnant. On a mis en place un travail avec une équipe dans le groupe de travail allergie alimentaire de la Société française d'allergologie qui a abouti à un article dans les archives de pédiatrie parce que nous étions, nous pédiatres allergologues français, très inquiets de voir la montée des allergies alimentaires touchant de plus en plus de jeunes enfants avec des allergies sévères comme l'arachide, les fruits à coque, et souvent aussi, même à l'âge de 2 ans, même avant 2 ans, des multi-allergies. Et c'est pour ça qu'il nous a paru important de faire le point et de donner des recommandations de prévention primaire de l'allergie alimentaire. Mais bien entendu, on est pédiatre, on est médecin, et ce n'est pas uniquement l'allergie alimentaire qu'il faut prévenir, mais aussi toutes les comorbidités atopiques. Donc, on va essayer de répondre aux questions. Prévention primaire, pourquoi, pour qui, quand et comment. Pourquoi ? Eh bien, je viens de le dire, parce que les allergies augmentent. Et les allergies, c'est vraiment une maladie de l'environnement. Et il est nécessaire de faire une prévention globale, ce dont je viens de vous parler, parce qu'on comprend de mieux en mieux les allergies avec une importance très nette de l'exposome. L'exposome externe spécifique de l'individu, c'est donc tous les éléments auxquels il est exposé pendant sa vie, dès tout petit, notamment les allergènes, les aliments, les tabacs, les polluants, etc. Il y a aussi l'exposome général, c'est l'endroit où il habite, le climat, la biodiversité. C'est pas pareil quand vous habitez au Maroc ou dans l'est de la France, vous n'avez pas les mêmes pollens par exemple, pas les mêmes facteurs sociaux, et puis ça aboutit à l'exposome intérieur dont je ne vais pas plus parler, mais ce qui est très important, et on en a parlé hier avec un très beau exposé sur l'importance des barrières épithéliales, on comprend beaucoup mieux pourquoi ces allergies arrivent, notamment au niveau de la peau pour les allergies alimentaires, mais au niveau du poumon et de l'intestin. Donc, très vite, je ne vais pas détailler cette diapo. On est très fiers en France d'avoir une première étude récente qui nous donne une prévalence de l'allergie alimentaire chez l'enfant de moins de 6 ans d'environ 6%, avec beaucoup de polyallergiques. Et ça, c'est des chiffres qui datent déjà de 2016. Ce qui est important, et hier, notre ami Younes El Guettari en parlait, en disant qu'il y avait du travail pour tout le monde, puisque selon l'OMS, en 2050, la moitié de la population sera allergique. Donc vraiment, il y a des choses à faire, et ce n'est pas uniquement la génétique qui peut expliquer cette croissance exponentielle. Là, très vite, vous voyez les pays les plus impactés quand on a les chiffres par les allergies, c'est souvent les pays de développement industriel, les pays anglo-saxons, et qui sont notamment avec l'Australie les premiers.
Donc c'est une maladie de l'environnement avec l'hypothèse, au départ on parlait de l'hypothèse hygiéniste avec l'importance de l'environnement microbien. Là il y a une vingtaine d'années on disait, et on avait raison, que les virus pouvaient être protecteurs alors que le fait de ne pas être malade provoquait des allergies ou d'être trop vacciné. Et maintenant, on parle beaucoup de l'hypothèse de la barrière épithéliale avec l'importance du microbiote, qu'il soit cutané, respiratoire ou intestinal. Et dans cette barrière épithéliale, il y a beaucoup de choses qui impactent. Il y a le rôle des allergènes, le rôle des impacts de la pollution intérieure et extérieure. Hier, on a parlé du tabac. Ça, c'est vraiment important à combattre. L'impact éventuel aussi de l'alimentation, notamment la mondialisation de l'alimentation, le rôle de l'épigénétique, et on peut dire que les maladies allergiques sont le résultat de l'interaction entre le système immunitaire, les allergènes, l'environnement et des facteurs génétiques. Et j'aime bien cette diapo qui vous montre bien que au niveau, on voit pas, ma souris passe pas, mais vous avez l'atteinte clinique avec l'asthme, la rhinite allergique. Alors c'est peut-être ça. Oui. Le pointeur. Ok. Alors, donc vous voyez les signes cliniques avec les expositions. Et j'ai entouré tout ce qui est pollution respiratoire. Ça, c'est bien démontré que ça a un rôle dans les allergies. Les feux de forêt avec le réchauffement climatique. Sur le plan alimentaire, le fait de manger des aliments ultra transformés, on a montré que ça avait un impact. Sur le plan de la peau, tout ce qui est détergent, quel qu'il soit, peuvent jouer un rôle, les pollens, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des facteurs génétiques qui vont favoriser une barrière cutanée un petit peu sensible. On va avoir au niveau du microbiote des passages et une petite inflammation qui va se faire avec colonisation de pathogènes opportunistes. Et puis ensuite des réactions immunes, une inflammation de plus en plus importante et un espèce de cercle vicieux qui fait qu'il y a une inflammation continue, passage d'allergènes et sensibilisation, puis après manifestation allergique. C'est bien montré dans cette diapo avec l'impact à la fois au niveau cutané, au niveau respiratoire et intestinal. Je ne reviens pas sur les mécanismes physiologiques qui ont déjà été vus hier. Et par contre, cette dia est vraiment très importante pour la prévention des allergies alimentaires. C'est l'équipe de Gideon Lack en Angleterre qui a publié là-dessus et ça nous a vraiment éclairé sur les mécanismes d'allergie alimentaire. Il faut comprendre, si on veut faire de la prévention, que la sensibilisation se fait par voie cutanée avec l'allergène qui va passer au niveau des cellules dendritique et qui va entraîner une coopération lymphocyte T, lymphocyte B et production d'IgE spécifiques. Et donc, si l'allergène passe par voie cutanée, il va y avoir possibilité de réaction allergique, alors que la voie orale est la voie de l'induction de tolérance digestive et donc de diminution des allergies. Et ça sous-tend complètement la prévention des allergies alimentaires. Alors, je le disais, une prévention globale au niveau de l'environnement pour éviter au mieux les différentes manifestations d'atopie. On parlera, mais on va en parler dans la deuxième présentation, plutôt de phénotype atopique que de marche atopique, puisque celle-ci peut être complète ou dissociée, et c'est très variable en fonction des phénotypes et des génotypes des patients. Cette dia, vous la connaissez. Je reprends ce schéma pour vous montrer la marche atopique. Ça commence dans l'enfance avec une peau un peu altérée, une peau sensible, passage d'allergènes et ensuite sensibilisation, réexposition d'allergènes et manifestations cliniques comme l'allergie alimentaire, l'asthme et la rhinite allergique. Alors, je parle au niveau de la peau, mais c'est pareil au niveau respiratoire et ça peut entraîner les manifestations d'asthme. Et vous avez au maximum des multimorbidités atopiques
surtout quand on a à la fois une polysensibilisation, un début précoce, une atopie familiale et des déficits génétiques immunitaires. Alors pour qui la prévention ? Eh bien, est-ce que c'est uniquement pour les risques atopiques ? Vous savez qu'on peut définir le risque atopique en fonction des antécédents familiaux, si les parents ont eu de l'asthme, de l'eczéma, rhume des foins. Par exemple, un enfant qui a 2 parents, il a un risque de 60 à 80% d'être atopique lorsqu'il naît. Mais si on prévient le risque atopique uniquement sur les antécédents familiaux, on va louper la moitié des patients, puisque il n'y a que 35% des enfants qui ont une hérédité atopique. Ça nous fait à peu près 12 nouveau-nés sur 100 nouveau-nés à naître, alors que 65 n'en ont pas. Et là aussi, ça va nous faire un calcul de 12 à 13 nouveau-nés atopiques à devenir atopiques. Donc, il semble important que toutes ces recommandations s'adressent à tous les nourrissons, atopiques ou pas. Quand et comment prévenir ? Première période de la conception à la naissance, deuxième période de la naissance à la diversification alimentaire. Pendant la grossesse, on a montré qu'il y avait un rôle protecteur pour vivre à la ferme, je vais le redire. On ne sait pas très bien pour la nutrition maternelle, mais on va en parler. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas fumer, il ne faut mieux pas être dans un environnement pollué. Il y a des tas d'études qui montrent que ça entraîne des problèmes d'asthme chez l'enfant. Au niveau on revient sur l'hypothèse hygiéniste. Les enfants qui sont nés et qui vivent à la ferme, qui ont au contact d'agents microbiens, notamment animaux, développent beaucoup moins d'allergies. Il y a des modifications épigénétiques qui ont été démontrées, qui montrent que ça protège, mais c'est un peu difficile de conseiller à tout le monde d'aller vivre à la ferme. Ça ne va pas trop avec nos modes de vie. Au niveau de la nutrition maternelle pendant la grossesse, il y a des pistes, mais pas de certitude. La supplémentation probiotique non plus. Et il n'y a pas de régime, surtout des restrictifs d'efficacité prouvés. C'est-à-dire que si vous voulez prévenir l'allergie à l'arachide, il ne faut pas conseiller au moment de ne pas manger d'arachide. C'est pas bon. Par contre, ça c'est sûr, il vaut mieux avoir une alimentation équilibrée, éviter tout ce qui est fast-food et avoir plutôt un régime méditerranéen riche en fruits et en légumes. De la naissance à la diversification, on préviendra toujours le risque allergique global. On note l'importance du microbiote intestinal, parce que quand il y a une dysbiose, notamment quand les bébés naissent par césarienne et qu'il n'y a pas de passage transvaginal et de contact avec les microbes au niveau du vagin, et ça a été montré aussi qu'il y avait plus d'allergies. Et il faut éviter aussi, en période néonatale, mais s'il faut le faire, on le fait bien sûr, les antibiotiques. Il faut vraiment bien peser ces indications, les IPP. Bien sûr, conseiller l'allaitement maternel pendant 4 à 6 mois et limiter les sensibilisations par voie cutanée dont je parlais et induire une tolérance orale. Ça, c'est pour illustrer le mode d'accouchement. Je reviens sur ce schéma, mais on en a parlé. Et pour redire que le rôle de la barrière cutanée est tout à fait fondamental. Là, on a montré qu'il y avait beaucoup plus d'allergies, surtout quand il y avait une DA, une dermatite atopique modérée à sévère, et surtout quand elle arrivait précocement avant l'âge de 3 mois. Mais pas que, moi j'ai vu des enfants qui n'avaient pas de DA et qui développaient très jeunes aussi des allergies alimentaires. Il y a des mutations qui prédisposent à des formes sévères de DA, notamment la mutation de la filagrine. Et puis, toujours les Anglais ont bien montré que quand il y avait beaucoup d'arachides dans l'environnement d'une famille et d'un nourrisson, il y avait beaucoup plus d'allergies à l'arachide et encore plus s'il y avait une altération du gène de la filagrine. Donc les conseils, on ne sait pas encore très bien s'il faut graisser les enfants, mettre des émollients pour prévenir la dermatite atopique. Les études n'ont pas permis pour l'instant de le prouver, mais il nous semble que ça paraît assez logique. Et il y a une dernière étude faite avec de l'épicérame, on ne l'a pas en disposition en France, c'est donc une crème à base d'acide linoléique et de cholestérol qui semblait prometteuse. Ce qui est certain, et là je parle aux pédiatres, c'est que tout nourrisson qui a une DA, qui a une dermatite atopique, il faut le traiter précocement et de façon active. Il faut, pour
que ce soit bien traité, il faut faire de l'éducation thérapeutique. Il faut bien expliquer aux parents que s'ils arrêtent le traitement, l'ADA va revenir et ce n'est pas pour ça que votre traitement n'est pas efficace. Il y a vraiment des messages à faire passer. Faire attention aussi à la corticophobie, puisque le principal traitement, c'est les corticoïdes locaux. Et surtout aussi traiter les surinfections cutanées, notamment à Staph, parce que ça a été démontré que ça avait un rôle dans l'apparition des allergies alimentaires, notamment à l'œuf. Et puis, nous, dans notre article, on a dit qu'il faudrait limiter la présence d'allergènes dans l'environnement du nourrisson et leur application sur la peau. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de cosmétiques qui contiennent des protéines alimentaires. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne idée pour nos patients atopiques. Limiter cette exposition, donc on va difficilement pouvoir modifier les habitudes de consommation alimentaire ni la mondialisation de l'alimentation. C'est vrai qu'en France, notamment, on a été confronté à des allergènes depuis 30 ans qu'on ne connaissait pas, le kiwi, et qu'on a vu arriver des allergies alimentaires. L'arachide, c'était pareil. Mais par contre, bien expliquer aux parents, notamment quand il y a un contexte atopique, de bien se laver les mains après avoir consommé de l'arachide, des fruits à coque, après avoir cuisiné, c'est important, avant de toucher le bébé, surtout s'il a la peau sèche, et ne pas appliquer ces cosmétiques à base de protéines alimentaires. Et en France, on a toute une tendance de la diversification menée par l'enfant. Je ne sais pas si vous avez ça au Maroc, mais heureusement, ce n'est pas forcément une bonne idée sur le plan éducatif, mais c'est l'enfant qui est roi et qui choisit ce qu'il peut manger à partir du moment de l'âge de la diversification, c'est-à-dire quand il peut attraper. Alors on lui donne des tas d'aliments devant lui et puis il prend ce qu'il veut. Évidemment, il s'en tartine de partout et ça, ce n'est pas une bonne idée pour nos petits atopiques. Ça, c'est les conseils cutanés. Les conseils digestifs, bien sûr, l'allaitement maternel. Jamais de lait à chat. On a bien montré que ça ne servait à rien. Ça, je crois que c'est un message important à dire et à répéter, notamment dans les maternités. La diversification, ça va être vraiment le moment important entre 4 et 6 mois, elle doit être la plus diverse possible, dont l'œuf, l'arachide et même les fruits à coque. Il a été montré que plus on diversifiait tôt et moins on avait d'eczéma à l'âge de 1 an, et plus on diversifiait avec plusieurs groupes d'aliments. C'est important aussi, les études l'ont confirmé pour l'arachide, c'est l'étude LIP. Pour l'œuf, il y a eu plusieurs études qui ont montré que si on a commencé entre 4 et 6 mois, eh bien, on avait beaucoup moins d'allergies alimentaires, même en dehors de populations atopiques pour l'œuf. Et l'étude l'a bien montré en pair protocole, à la fois pour l'arachide. Vous voyez que les enfants qui avaient été introduits très tôt, il y a 0 enfants en population générale qui ont une allergie à l'arachide à l'âge de 1 an, alors que dans le groupe placebo, il y en a 2,5%, et les résultats sont aussi significatifs pour l'œuf. Quelle quantité? Donc théoriquement, d'après leur étude, notamment la LIP Study, c'est 2 grammes de protéines par semaine n'est pas allergène, ce qui est un peu beaucoup. On a l'étude japonaise Petit qui permet de donner des quantités moindres et avoir ce même effet de prévention. Et pour les fruits à coque, nous, pédiatres cliniciens, il nous a semblé indispensable d'avoir la même démarche que par rapport à l'arachide. C'est pour ça qu'on a conseillé dans notre article d'introduire aussi très tôt les fruits à coque chez le petit, du fait de ces polyallergies. Alors en pratique, donc, on commence entre 4 et 6 mois selon les capacités de l'enfant, de façon large, mais à partir du moment où vous avez introduit un aliment, et notamment un allergène, il faut qu'il continue à être consommé, surtout dans les familles atopiques, parce que si vous l'arrêtez, eh bien, l'enfant peut de nouveau se sensibiliser. Donc, il est important que ça corresponde aux aliments consommés par la famille et que l'introduction soit facile et pratique. Alors, je ne vous donne pas les conseils d'introduction, vous les trouverez, et je pense que c'est très important que vous preniez ce site. Ce sont les diététiciennes du groupe de travail allergie alimentaire de la Société française d'allergologie qui ont fait un site magnifique. Vous retrouverez des tas de fiches d'éviction alimentaire et des fiches aussi sur la diversification alimentaire. Et pour le lait, c'est le premier allergène rencontré par le nouveau-né. Ça touche 1 à 3% des nouveau-nés. En général, ça guérit, mais des fois, ça ne guérit pas. Et là, ça devient des formes persistantes sévères
qui peuvent être mortelles. Et la qualité de vie des enfants et des familles est très altérée. C'est pour ça qu'il faut proposer aussi des mesures de prévention primaire. C'est ce que nous avons mis dans notre article, en reprenant les recommandations de la société européenne, le IACI, qui a bien montré qui a recommandé d'éviter des compléments isolés de lait de vache chez la femme qui vient d'accoucher et qui désire allaiter, parce que ces compléments vont être sensibilisés. Ensuite, elle va arrêter tout lait de vache, et quand elle réintroduira vers l'âge de 3-4 mois le lait de vache, c'est là qu'on va avoir des allergies. Donc ça a été très bien démontré. Il ne faut pas donner de complément de lait à la maternité si la maman veut un allaitement exclusif désiré. Par contre, si il y a une famille atopique, s'il y a eu des antécédents d'APLV dans la famille, il faut certainement discuter la prise régulière de lait de vache jusqu'au sevrage. Mais c'est à confirmer encore par des études. Là, il y a une belle étude, mais dont les modalités ne sont pas parfaites, puisque tous les enfants ont été exposés au lait. Puis ensuite, il y a un groupe qui a été en éviction complète. Et donc, on peut penser que ce groupe-là avait beaucoup plus de... non, c'était ce groupe-là. Il avait beaucoup plus d'allergies aux protéines de lait de vache, mais l'étude, en fait, a fait une rupture de tolérance plutôt qu'une induction de tolérance. Ceci dit, il semble bien que 10 millilitres par jour, ça maintienne la tolérance. C'est ce qu'on peut retenir de l'étude. Donc, une prévention primaire, c'est les recommandations de l'ACI. Une prévention pour les enfants à risque atopique, et on a du mal à faire passer cette idée auprès de nos pédiatres néonatologistes en France. Et puis peut-être aussi une autre voie de prévention, peut-être qu'on reviendra vous en parler, la prévention tertiaire avec mise en place d'unités eau dès le diagnostic d'APLV pour éviter justement de passer à des formes d'APLV sévères. Il y a quelques articles maintenant qui paraissent là-dessus, ça paraît une piste très prometteuse. Donc là, je vous remets les recommandations. Et pour aller plus vite, les propositions sur plan cutané, on en a parlé. Et pour terminer, donc, si on veut prévenir, on ne va pas pouvoir faire grand-chose sur le plan génétique. Par contre, on a une action sur l'environnement à jouer, notamment tabac, le discours tabac, pollution intérieure. Chez la maman, préférer un régime équilibré, et des conseils de prévention chez le nourrisson au niveau de la diversification alimentaire et au niveau de la barrière cutanée altérée avec un traitement de l'eczéma et de l'émollient. Après, c'est vrai que c'est difficile de conseiller de vivre à la ferme et d'être exposé à tous les microbes de la terre pour prévenir. Mais voilà, c'était les messages de la prévention.